qu'est-ce qui nous anime aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous fait nous lever le matin? Qu'est-ce qui fait qu'un jour on n'en peut plus? S'il n'y a rien qui te fait rêver, tu ne bougeras pas. Un salarié, il a le droit de prévenir son employeur de son départ à la retraite 2 mois avant son départ. Les personnes qui sont dites experts ne sont quand même pas des personnalités qui sont toujours faciles. Le travail, on y passe trop de temps pour que ça soit pas intéressant. Donc mes questions de blonde, elles amènent plus de réponses. Bienvenue dans Irrésistible, l'émission qui va au-devant de personnes atypiques ou alors qui ont des choses vraiment intéressantes à partager. Aujourd'hui, on reçoit Isabelle Dupont. La dernière fois que j'ai collaboré avec elle, j'étais dans une usine avec des énormes chaussures de sécurité, un chasuble fluo, et il y avait des gens qui fabriquaient des portes pendant que elle fabriquait de la compétence. Avec elle, on va parler de transmission de savoir, et j'ai plein de questions à lui poser parce que moi je suis un jeune entrepreneur, j'ai avec moi aussi un apprenti, et des fois je suis confronté à des difficultés sur comment je fais pour transmettre mon savoir. Alors que moi aujourd'hui je suis expert dans certains domaines, ça devrait être évident, mais transmettre c'est pas la même chose que savoir. Bonjour Isabelle. Bonjour Pierre-Yves. Donc très content de te recevoir dans Irrésistible. Merci pour l'invitation. Ça a été finalement très rapide, on a collaboré ensemble il y a 1 mois et demi. Oui, je crois. C'était pour mettre en avant le travail que tu faisais dans les entreprises. Si tu devais te présenter, comment tu ferais ? Qu'est-ce que tu fais? Et on parlera un petit peu de ton parcours aussi. Alors, je m'appelle Isabelle Dupont. J'ai envie de dire que j'habite le territoire du Pays de Ré depuis plus de 40 ans. J'y suis attachée. Pendant tout mon parcours, j'ai accompagné le thème de la compétence. Comment se reconvertir, comment développer des compétences. Et puis, sur cette dernière partie de vie professionnelle, je me suis spécialisée sur la transmission des savoirs d'expérience. Ça me parle beaucoup, cette histoire de transition des compétences, de transversalité aussi des compétences. Certains le savent déjà un petit peu, mais j'ai un parcours aussi où je ne faisais pas du tout de la vidéo avant. Je suis encore ostéopathe, et pourtant je trouve quand même des liens entre ces deux métiers qui ont l'air d'être très différents. On en a déjà un peu parlé par rapport à ça. Toi, comment t'en es arrivé à faire ça? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier-là? Alors, je suis tombée dans mon premier emploi sur le sujet de la reconversion. Donc, quand j'entends aujourd'hui des gens qui me disent en fait, j'ai un parcours un peu atypique, je faisais ce métier-là, maintenant j'en fais un autre. Pour moi, ça n'a plus rien d'étonnant, parce que quand j'ai commencé ma vie professionnelle, je n'étais noyée qu'avec des personnes qui avaient ces histoires-là. Ok. C'était ton quotidien. Voilà. Et ça n'avait pour moi rien d'étonnant. Ce qui était étonnant, c'est pourquoi ce sujet-là plutôt qu'un autre. Et en fait, ça m'a permis de me pencher un peu plus sur qu'est-ce qui nous anime aujourd'hui, qu'est-ce qui nous fait nous lever le matin, qu'est-ce qui fait qu'un jour on n'en peut plus, qu'est-ce qui fait que on a une dynamisme et du développement où tout ça s'est freiné. Pour essayer de bien comprendre, parce que des fois, moi je te connais, donc j'ai un peu ce biais-là, mais quelqu'un qui connaît pas ton métier, qui vient s'adresser à toi en fait? Dans quel cas on vient te chercher et qu'est-ce que tu apportes? Alors, je travaille avec des particuliers et des entreprises. Quand je travaille avec des particuliers, c'est un adulte en questionnement qui vient voir. Alors, c'est du bilan de compétences, par exemple. C'est quelque chose qui est assez connu, donc on peut illustrer ça. Aujourd'hui, je suis au bout de quelque chose. Par contre, je suis perdue. Aide-moi à trouver les clés de ce qui va me permettre de continuer à m'épanouir. Et on est bien d'accord que je dis, on s'épanouit, mais pas jusqu'à la fin de ta vie professionnelle. On va chercher ce qui t'anime aujourd'hui, et je compte bien te donner une méthodologie qui te permettra, lorsque à nouveau tu auras cette question, d'être autonome dans cette question de l'orientation. Je rêverais de mettre en place une formation qui dit, apprends-toi à t'orienter toi-même. Parce que de toute façon, aujourd'hui, je suis persuadée, tout le monde le dit, c'est pas un scoop qu'on va faire plusieurs métiers, mais c'est intéressant de choisir le métier qui me ressemble et ne pas forcément aller sur le métier qui est émergent aujourd'hui. J'ai une question par rapport à ça, où là je pense que les nouvelles générations, et accélérées aussi peut-être par la période Covid, etc., il y a eu vraiment une grande question de pourquoi je fais mon boulot, quel sens j'y donne, mais j'ai peur qu'il y ait un biais un peu négatif où on confonde un métier qui nous correspond et un métier qui nous fait rêver. Moi, je suis persuadée qu'il faut qu'on rêve un peu pour se mettre en mouvement.
S'il y a rien qui te fait rêver, tu bougeras pas. Ok. Tu resteras dans ta zone de confort. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui ait une petite étincelle. Il faut que tu aies envie d'aller décrocher la lune. Ça ne veut pas dire que tu vas y arriver. Par contre, notre métier, c'est effectivement d'accompagner ce rêve pour qu'il devienne réaliste et réalisable. Donc, on n'est pas des casseurs de projets, parce que sinon c'est grave, mais on est des aides à la construction d'un compromis. Ok. Mais le fil rouge, ça reste quand même quelque chose qui te fait vibrer. Et quand tu rencontres des gens qui veulent, qui en ont peut-être marre aussi, des fois, on va dire l'étincelle de départ part d'un inconfort dans son métier. On n'est pas là du jour au lendemain à se dire tiens, si j'allais chercher mieux, c'est plutôt je suis vraiment pas bien et j'ai envie de voir ce qui pourrait être mieux. Quelles sont peut-être les erreurs que font les gens quand ils veulent se réorienter? Quels sont les écueils que tu peux voir? À partir du moment où il choisit d'être accompagné, ça veut dire qu'il se laisse un peu guider par une méthodologie qui va prendre le temps déjà de savoir si son mal-être, c'est bien une question qui se situe autour de cet emploi. L'individu pense que c'est l'élément déclenchant et il vient avec cette demande très sincère. Notre premier travail, c'est vraiment d'identifier, mais en fait, c'est quoi qui fait que tu as perdu la foi en quelque chose? Est-ce que c'est une histoire d'activité, de métier? Est-ce que c'est une histoire d'encadrement, d'organisation de travail? Je souris parce que c'est quand même aujourd'hui quelque chose qui abîme un peu les individus. Tu veux dire le management, etc. Je mets dans son ensemble les organisations de travail. Et effectivement, si on a bien la réponse que le mal-être, il vient bien de l'activité que je fais, alors on va chercher les activités autres que je pourrais faire. Mais on va prendre du temps pour bien répondre à cette question, bien répondre à ce qui m'anime aujourd'hui. Et ensuite, on va être dans la phase j'appelle ça du pourquoi pas. On s'autorise à aller rêver. Et puis ensuite, on va recanaliser ces rêves pour les ancrer dans une réalité et faire que ça soit faisable. Donc si je leur dis avec mes mots, on a quelqu'un qui est dans un tunnel, on ouvre les possibles, on se permet d'aller voir grand, et après on recible pour aller vers la bonne chose, quoi. Il y a de ça, mais il y a aussi un fantasme qui pense que c'est l'autre qui m'accompagne, qui va trouver pour moi. Et ça, il faut tout de suite l'arrêter. Moi, je dis souvent, je prends l'image de la pelote de laine bien emmêlée. Je dis, vous voyez, là, vous en êtes là. Moi, je vais vous aider à prendre un petit bout. On va le tirer de temps en temps, ça va aller vite, parce que vous êtes assez au clair. Puis de temps en temps, ça va buter. Moi, je couperai pas le fil, là. On va prendre du temps pour répondre à ça. Mais figurez-vous qu'on va renrouler la pelote de laine, la même. Mais là, elle va vous apporter quelque chose de différent. Donc, une partie des réponses, c'est quand même la personne qui l'a. Nous n'avons pas de boule de cristal. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu répondrais je me fais l'avocat du diable. Quelqu'un dit, si finalement, les réponses, je les ai déjà en moi, pourquoi je me ferais accompagner? Quelle est vraiment la plus-value de l'accompagnement? Une méthode. Par quoi on commence? Ça fait pour gagner du temps, pour aller dans la bonne direction tout de suite? Pour aller dans un processus qui est le processus de l'accompagnement au changement. Si tu vas tout de suite sur des choses dures, tu mets en place des mécanismes de résistance au changement et tu butes. Donc nous, on sait en fait comment dérouler la pelote rapidement, vite, où effectivement, c'est ce rythme qui fait qu'en personnalisant l'accompagnement, on va débloquer des situations qui pourraient rester là. Ça passe par quoi? Par quelles étapes? Est-ce que je pense qu'il y a plein de fantasmes dans l'inconscient collectif sur les réorientations professionnelles, etc., avec des fois des exercices de dev personnel qui peuvent faire peur ou ce genre de choses. Quelles sont, si c'est possible, nommer un peu les différentes étapes, ça ressemble à quoi? Les grandes étapes, la première étape, c'est effectivement la connaissance de soi. Donc, il y a déjà des gens qui viennent avec des outils qui ont permis de se connaître mieux. Et ça, c'est déjà un grand pas. Ensuite, effectivement, décortiquer pourquoi aujourd'hui, l'élément déclenchant, qu'est-ce qui est source de souffrance pour moi? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas bien? Et j'ai envie de dire déjà de cette analyse de qui je suis et des activités que j'ai fait aujourd'hui sur lesquelles je suis capable de trier ce qui m'épanouit, là où je suis à l'aise, là où je suis pas à l'aise, ce qui est agréable ou pas agréable, nous permet de commencer à trouver des champs de possibles. Et là, on va rentrer dans la phase qu'on pourrait appeler du pourquoi pas,
qui va donner envie à aller investiguer. Hmm. Et ensuite, rendre ce projet réaliste en l'ancrant vraiment sur des réalités professionnelles. Moi, je suis une adepte des vies ma vie. Je n'accompagne jamais personne sans qu'il y ait cette possibilité d'immersion Ok. pour aller vraiment voir toutes les faces de l'activité. Oui, parce qu'on fantasme des fois beaucoup une activité. Et c'est un vrai accélérateur de décision, cette immersion. Comme je le dis, les missions d'intérim permettent à un jeune d'aller tester des activités et c'est parfois dans ces chemins d'intérim qu'il découvre « Ah mais là, moi, ça, je crois que ça me plairait. » Est-ce que justement, quand on arrive à l'étape du pourquoi pas, Mhm. à quel moment tu vas rencontrer le plus de freins vis-à-vis pour les personnes? C'est-à-dire, il y en a certains, est-ce que ça va être juste déjà de se dire je pourrais faire autre chose, c'est un problème? Est-ce que l'étape du pourquoi pas, des fois, il y a des gens qui arrivent pas à rêver haut ou fort? Le sujet, il se situe pas forcément sur le rêve. Il se situe plutôt, c'est que l'individu, il est rarement seul. Il y a un entourage. Il habite quelque part et il veut que ça soit son lieu de vie. Donc, on a à tenir compte un petit peu de ce cahier des charges. Je dis, moi, je ne fais pas de bilan de complaisance. Je fais un bilan de compétence, c'est-à-dire la construction d'un compromis qui tient compte de tout ce cahier des charges. Il y a un métier, mais qui m'éclaterait et qui m'irait comme un gant. Sauf que c'est à Paris, il faut reprendre 4 ans d'études. C'est l'individu tout seul qui va dire, mais non, c'est pas à ma portée. C'est pas un projet réaliste. Mais ça ne veut pas dire que tout se ferme. Donc, c'est plutôt la construction de ce compromis qui est quelque chose qui a besoin d'être accompagné parce qu'il a besoin d'être confronté dans ses cohérences et ses incohérences. Est-ce que tu as des exemples de changements professionnels vraiment étonnants de personnes qui sont passées du bureau à l'artisanat ou des choses qui t'ont marqué? Alors, c'est étonnant parce que souvent, le sujet de la reconversion, on a des images d'Épinal qui passent de là. Qui va élever des chefs dans le Larzac ou des choses comme ça. Alors que l'image qui me vient, moi, le parcours qui m'a le plus étonnée, c'est quelqu'un qui a, dans son chemin, a complètement changé de posture vis-à-vis de l'autre. Il était donneur d'ordre dans sa vie et il est devenu, après ce travail, au service d'eux. Et ça, pour moi, c'est un chemin vraiment à 360. Ah oui, carrément. Là, oui. Et justement, ce changement de posture est venu de quoi? C'est une prise de conscience qu'il jouait un personnage. Ok. Il avait été formaté pour faire ça et il le faisait bien. Mais il était en dissonance totale avec ce qu'il était et ses valeurs. Et il s'est autorisé dans cet espace à dévoiler effectivement des choses qui étaient plus profondes et qui étaient plutôt proches de ce que lui qui était. Pour moi, ça, c'est plutôt ça, bluffant. Oui. Passer de l'industrie aux chèvres, oui, pourquoi pas, mais c'est pas le décor qui compte, c'est ce qu'on est. Ouais, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on donne dans son activité. Quand une personne décide de changer, est-ce qu'il y a une durée ou est-ce qu'il y a un temps nécessaire pour que ça se fasse? Est-ce que des fois ça peut être très rapide? Est-ce que des fois il faut du temps? Ah non, c'est long. C'est long. On dit en moyenne quand même, entre le moment où quelqu'un commence à formuler « je crois qu'il faut que je bouge et je sorte de là », il se passe en moyenne 24 mois. Ah ouais. Avant que le changement soit réaliste et réalisé. Ok, 2 ans quoi. Mais oui, parce que tout le monde vous dira dans son entourage, ça fait des mois qu'il dit qu'il est pas bien, mais oui, ça met du temps à prendre la décision de dire j'attaque le sujet. Et quand je l'attaque le sujet et que je cherche, il y a aussi un peu ce temps-là. Et puis parfois, quand j'ai une nouvelle direction, j'ai des trous dans la raquette, il faut que je me forme, donc je suis pas opérationnelle tout de suite. Donc c'est ça, ce temps long. Okay. Mais ça donne des projets durables. Ouais. Les projets éclairs, c'est ce que j'appelle des projets plaqués. C'est des projets qui vont tenir, qui font quitter une situation d'urgence. Il faut que je me sauve. Et donc, je vais foncer tout de suite sur quelque chose d'autre. C'est un autre choix, mais pourquoi pas aussi. Après, j'imagine qu'il y a peut-être des cas d'urgence avec un changement rapide, et après, on construit quelque chose d'autre de plus solide, quoi. Il y a des salles d'attente avant.
hein. Ouais, c'est ça. Il y a des sas de décompression. Tout à fait. Hein, j'encourage vraiment les personnes à ne pas abandonner un projet qui n'est pas accessible aujourd'hui. C'est simplement le décaler dans le temps et trouver un poste de compromis en attendant d'eux, mais de garder ce projet-là pour continuer à aller décrocher la Lune. Un frein qui peut peut-être exister aussi quand on veut changer, c'est quel investissement ça implique en termes. Est-ce que ça demande vraiment beaucoup de temps? Est-ce que on se dit sur la transition, comment ça se passe? Est-ce que, par exemple, vous donnez aussi des conseils sur le fait de à quel moment on lâche son ancien boulot pour passer au suivant? Enfin, C'est trop personnalisé, ça, D'accord. Pierre-Yves. C'est trop- Je peux simplement donner dans la notion de temps. C'est pas par hasard que le cahier des charges du bilan de compétences a dit c'est quelque chose de l'ordre de 24 heures. Ok. Ce qu'on 24. sait, c'est qu'il faut l'étaler, ce changement. C'est-à-dire que on a essayé, au moment de l'aide à l'orientation des adultes, on s'est dit on va les enfermer dans un château pendant un week-end et puis ils sortiront avec un nouveau projet, ça marche pas. Donc on sait qu'il faut étaler cet accompagnement entre 2 et 4 mois. Ok. Et on sait qu'effectivement, il faut quand même un bon rythme avec quelque chose qui est une séance régulière toutes les semaines, voire un peu plus étalée dès qu'il y a des démarches extérieures, mais que c'est forcément de l'ordre de 20 à 24 heures d'entretien et d'accompagnement. 20 à 24 heures qui sont étalées sur, Voilà, sur 2 sur à 4 les mois, 4 c'est ça? mois, tout Ouais, à c'est fait. ça. Ok, d'accord. Donc c'est quelque chose quand même qui a été expérimenté suffisamment longtemps pour s'apercevoir que c'est un modèle qui tenait à peu près, qui donnait du résultat. Alors certains consultants font un petit peu moins, mais en fait on sait que l'étalement et ce travail en profondeur, il va nécessiter quand même un certain nombre d'heures d'accompagnement. Ok, très bien. Oui, non, mais je pense que déjà, ça permet de se représenter, quoi, de se dire que va y avoir. Et généralement, c'est les rendez-vous qu'on a, ça va être sur 1 heure ou 2, ça va être réparti de quelle manière? Alors, moi, j'ai l'habitude de travailler sur des séances de 2 heures, mais j'ai envie de dire, c'est à la main du consultant. Ok. Et puis, j'ai envie de dire, il faut pas penser que tous les projets de reconversion passent par un bilan de compétences. Alors, on parle de cet outil. Pourquoi? Parce qu'il a la chance d'être finançable par, vous savez, cette petite cagnotte qu'on a tous, qu'on appelle le CPF. Donc, c'est intéressant de pouvoir l'utiliser, mais il y a d'autres outils et je suis entourée de professionnels qui font aussi du coaching, qui font des véritables accompagnements à l'orientation. J'ai envie de dire que ce qui est le plus important dans cette démarche, c'est de choisir une personne avec qui on a confiance et où le feeling y passe. Ok. C'est fondamental. Donc tu dirais que on peut avoir fait un premier pas et puis ça passait pas avec une personne, mais il faut pas s'arrêter. Et il y a sûrement un autre. Et on coach encourage, ou nous, accompagne. on encourage. Quand j'ai quelqu'un qui vient me voir en disant, je me pose la question, je voudrais faire un bilan de compétences, je dis, très bien, mais on va prendre le temps de se connaître, mais vous allez rencontrer d'autres personnes. Ok, très bien. C'est fondamental. C'est Ok. Là, j'aimerais bien qu'on aille sur un autre pan de ton activité où tu vas justement travailler sur la transmission des connaissances dans les entreprises ou dans les industries. alors, c'est pas des connaissances, tu vois. Est-ce que ce serait du savoir? Les connaissances, c'est du savoir. T'es d'accord, Pierre-Yves? Tout à fait. C'est les savoirs d'expérience. C'est ce qu'on a appris au travail. C'est plus le savoir-faire. Ouais. Ok. Ouais. Sans être trop que dans la gestuelle. C'est pas que de la technique. C'est le savoir-faire d'expérience. C'est aussi des thématiques d'organisation, des thématiques de savoir travailler ensemble. Ça englobe tout ça. Ça, c'est ce que le travail amène avec l'expérience. Et c'est ceux-là qui sont difficiles à transmettre. Ah, tu fais bien de me reprendre, effectivement. Et ce qui m'a impressionné, et ce qui aussi m'a fait me connecter à ce que tu faisais, c'est que moi, je le rencontre plutôt au travers donc des interviews que je peux faire et aussi des vidéos que je crée avec les entreprises où mon objectif, c'est de faire transparaître les compétences. Ce qu'ils savent faire. Ce qu'ils savent faire. Effectivement, on peut parler de leurs connaissances, ils peuvent des fois montrer qu'ils connaissent plein de choses, mais au final, ce qui est important, c'est ce qu'ils savent faire, in fine. Et j'étais très intéressant de savoir, oui, comment toi tu faisais justement pour aller chercher cette compétence face à des gens qui sont souvent experts dans leur domaine, mais qui sont pas experts dans la transmission, justement. Alors, tu sais, les compétences dont on parle là, on les appelle les compétences critiques. C'est celles-là qui sont... Alors, critiques, ça veut dire qu'elles sont à la fois sensibles. C'est-à-dire qu'on sait que c'est ce qui fait que la boîte, elle travaille bien avec cette compétence. Mais aussi, on sait qu'elle est longue à apprendre. Et on sait qu'elle n'existe pas sur le marché. Et
très rarement apportées par la formation initiale. Et c'est celles-ci qu'on appelle les compétences critiques qui sont intéressantes à aller extraire dans le travail parce que c'est ce qui fait souvent la force stratégique d'une entreprise. C'est là où il est bon. Quand on fait appel à toi, parce que j'imagine qu'il y a des moments, il y a des notions d'urgence des fois. C'est-à-dire que là, on se réveille, on se rend compte qu'il n'y en a plus qu'un seul qui sait utiliser une machine. Est-ce que dans certains cas, tu vois que les gens commencent à prendre conscience de ça et anticipent un peu plus? Est-ce qu'aujourd'hui, on est encore un peu dans la notion d'urgence? C'est rare. Ouais. C'est rare. C'est rare, sauf si j'ai quand même eu une grosse entreprise qui a anticipé parce qu'elle avait énormément de départs à la retraite en même temps. Ok. Donc, elle savait qu'elle ne pourrait pas tout gérer au dernier moment. Mais sinon, je suis interpellée par l'entreprise parce qu'il y a vraiment une situation critique. Il va partir. Vous savez que la loi, par exemple, dit qu'un salarié, il a le droit de prévenir son employeur de son départ à la retraite 2 mois avant son départ. C'est la loi. S'il n'a pas envie de le prévenir à l'avance, sur certains collaborateurs, ça devient vraiment sensible. Donc, ça peut être effectivement, on prend conscience qu'il va partir et il faut qu'on capitalise et qu'il explique aux autres ce qu'il fait avant qu'il parte. Ça peut être aussi une situation de rupture conventionnelle acceptée, mais où on a convenu avec le collaborateur qui part, écoute, on t'accorde cette rupture conventionnelle, mais avant, il va falloir bien verrouiller que tout ce que tu laisses derrière est bien transmis aux équipes. Donc, il y a quelque chose qui a un enjeu de donnant-donnant. Ça peut être une situation d'arrêt longue durée. On n'avait pas prévu. On pensait qu'il reviendrait, mais sa santé lui permet pas de revenir. Donc, comment on fait pour aller chercher ce qu'il savait faire alors qu'il n'est plus là? Ah oui, il y a ce cas de figure-là aussi. Ou... Et en fait, on va recoller des morceaux en regardant comment l'organisation s'est mise en place et qu'est-ce qui est défaillant qu'on arrivait à faire avant, qu'il ne fait plus, qu'on n'arrive plus. C'est bien ce qu'il savait faire, lui. Donc tout ça, c'est un peu, aujourd'hui encore, malheureusement, des situations un peu d'urgence. Alors, ça me déplaît pas, parce que ça permet vraiment de mettre en route une méthode, on y va, quoi. On ils sont les motivés, manches. quoi. Parce que sinon, c'est vraiment... Sinon, ça traîne. Sinon, ça traîne, quoi. Ouais. Mais il peut y avoir aussi, là, je travaille aujourd'hui dans une entreprise en la canalisation qui fait un très, très beau développement avec plus 20 chaque année. Ce sont des équipements et des camions très onéreux. Ils achètent des camions avec du matériel, sauf qu'il n'y a pas de bonhomme pour piloter ça. Ça marche pas. Ça marche pas. Donc, ils sont en train de se dire, voilà, il faut qu'on freine nos investissements et puis qu'on verrouille bien la façon dont nos gars vont bien piloter tous les chantiers avant de continuer à développer notre parc automobile. Donc, il y a quand même une vision et avec un peu d'anticipation sur on va verrouiller les ressources humaines et après, on continuera nos investissements. Ok. Et alors justement, pour peut-être éviter que ça soit trop tout le temps dans l'urgence pour les entreprises, toi, de ton point de vue, qu'est-ce que pourraient faire les entreprises au niveau RH, etc. À quoi elles pourraient faire attention pour anticiper un petit peu plus ce genre de choses? Il faut surtout qu'elles... Alors, moi, j'ai quand même constaté que les personnes qui sont dites experts sont quand même pas des personnalités qui sont toujours faciles. Ok. Et en fait, les RH ont tendance à se dire, faut pas trop qu'on l'embête, parce que si on l'embête, il va se refermer encore plus et il va plus du tout être conciliant. Ok. Oui, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Oui. On prend beaucoup de pincettes avec eux, parce que, voilà, si ça se passe pas bien, là, il va nous plier pas mal de choses. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que, au contraire, si vous êtes en train de les prendre avec des pincettes, c'est qu'il y a problème. Il vaut mieux, au contraire, se dire, allez, si on mettait en place quelque chose pour adoucir et pour extraire des choses, on le fera avec douceur et ça va éclabousser beaucoup de choses. C'est comme ça que je dis régulièrement qu'en fait, on fait appel à moi pour apprivoiser un peu des ours parce qu'ils ont un peu cette réputation.
Et quand on attaque le sujet en amont, bien longtemps avant, c'est impressionnant et bluffant comment après ces ours doublent de motivation et se remettent à faire des choses et à être force de proposition. Le grizzly devient Winnie l'ourson. Bah, en tout cas, il vient vecteur d'amélioration continue, alors Ok. qu'il avait une posture jusqu'à présent qui était, de toute façon, on m'écoute plus, alors je dis plus rien. Ouais, c'est ça, c'est que comme presque on se méfie et qu'on veut pas le froisser, donc finalement on lui parle moins, et lui de son côté, ou elle, se dit, bah, on Je communique m'isole. plus avec moi, quoi, on Oui, m'isole, quoi. ouais. De plus en plus, ouais. Alors que je pense que c'est parce qu'il y a souvent un problème de communication, c'est-à-dire Ouais. qu'il n'est pas écouté. Parce que effectivement, il y a une génération qui arrive qui n'est pas non plus sur les mêmes modes de communication et il n'a pas toutes les techniques et les outils pour bien communiquer ce qu'il sait faire. Ouais, Et c'est donc, ça, il y a quand même tu retrouves des schémas qui créent des ours, quelque part. oui, Ouais. ouais, il y a un Ok. peu de ça. Euh, Donc le message, c'est de dire, ben voilà, dès que vous sentez que vous avez des gens qui sont bons, hein, plutôt que de dire, ben on va les ménager, non, on va s'occuper de ce sujet parce que c'est un vrai sujet pour l'entreprise. Et donc, tu dis, j'apprivoise des ours. Comment tu fais pour apprivoiser un ours? Comment tu arrives à peut-être casser cette première barrière et faire, comme tu le dis, qu'il devienne même lui moteur de cet apprentissage et de cette transmission? Alors, je pense que ma formation initiale doit m'aider. Je suis psychologue du travail. Donc, qu'est-ce que c'est une psychologue du travail? C'est quelqu'un qui a des outils pour comprendre le travail et pour comprendre la motivation au travail. Hmm. Donc, il y a une recette qui marchera toujours, c'est s'intéresser à l'autre, c'est s'intéresser au travail réel. Ça veut dire que moi, je dis aux entreprises, je vous préviens, je vais commencer au cul de la machine, près des canalisations, dans l'atelier de découpe, parce que c'est là que ça se passe. Ouais, c'est ça, tu passes pas des heures en entretien dans un bureau. Il y aura un temps après. Mm. Mais le premier temps, c'est comprendre et s'intéresser au travail réel. Et d'ailleurs, cet ours, il est bien plus bavard quand il est à côté de sa machine, Dans son univers. dans son univers à me raconter les choses, que si je l'extrais dans une salle, qu'est-ce qui va se Il va passer? déjà se méfier, il connaît pas l'endroit. Ensuite, moi, j'ai quand même une nature très, très curieuse. La Mhm. technique m'intéresse. Ça, je l'ai constaté, oui. Donc, quand quelqu'un m'explique ce qu'il fait, je suis très sincèrement intéressée par ce qu'il raconte et comment ça marche. Donc, j'ai des questions qui permettent aussi à celui qui est interviewé de s'apercevoir que ça m'intéresse réellement. Donc, cette curiosité, c'est un vrai atout. Enfin, c'est des fois inné, mais ça vient d'où pour toi cette curiosité-là? Parce que ça, on a beau savoir qu'il faut s'intéresser sincèrement, c'est pas toujours facile quand ça ne parle pas, etc. Tu as toujours été curieuse comme ça, c'est plutôt une nature. Oui, je suis entourée d'ingénieurs. Ok. Ils ont tous fait des études d'ingénieur autour de moi et moi, j'ai fait le contre-pied. On dirait non, j'irai plutôt du côté de la psycho. Je pense que voilà, ce sens technique, il m'habite, il m'intéresse. Et puis, oui, moi, l'industrie, par exemple, c'est un univers qui m'a toujours plu. Okay. Je suis, fascinée par effectivement comment on peut travailler la matière, comment on conçoit des choses. Ça, c'est des choses qui m'intéressent. Mais à l'opposé, quand je me retrouve dans une exploitation laitière et que je m'intéresse à ce métier qui s'occupe du vivant et que je prends conscience de tout ce que ça signifie, là, je suis aussi bluffée. Donc, j'ai envie de dire, oui, c'est une curiosité, parce que le travail, on y passe trop de temps pour que ça soit pas intéressant. Donc, même là, ce que vous faites, ce qu'Alexis est en train de faire, la façon dont vous organisez, j'ai plein de questions. En ce moment, j'observe et je me dis, tiens, c'est intéressant, j'aimerais comprendre pourquoi il fait comme ça, et ainsi de suite. Donc ça, c'est de toute façon dans ma nature. J'ai l'impression qu'il y a, après c'est parce que ça me parle à moi, papa, mais une histoire de garder un peu un regard d'enfant sur les choses, c'est-à-dire de garder un émerveillement quand même et de pas être blasé par tout ce qui nous entoure. Avoir la sensation qu'on n'a jamais fait le tour, ouais. Qu'on peut toujours être bluffé. C'est vrai que c'est ce qui m'anime. Avec un parallèle qui n'a rien à voir, Pierre-Yves, mais je le sors là parce que... Je prends. Voilà, j'ai la chance d'être avec mon conjoint depuis plus de 40 ans. Et il y en a de temps en temps qui m'interpellent et qui me disent « Mais c'est quoi la recette pour que ça dure ?»
Ouais, si tu l'as, je l'apprends aussi. Eh ben écoute, spontanément, un jour, j'ai répondu, mais je sais, moi, mon mari me bluffe encore. Tant que t'es épaté par l'autre, tant que t'as ça, en tout cas, pour moi, ça marche. Et si à un moment donné, t'as l'impression que ton conjoint, de toute façon, devant cette situation, tu sais comment il va réagir, que le début de la phrase, toi, t'es capable de terminer la fin de la phrase, c'est grave. Non. De la surprise, quoi. Il m'épate encore. Donc ça, je pense que c'est peut-être, effectivement, tu as raison, quelque chose qui m'anime en permanence, d'être épaté. Peut-être la chance d'avoir rencontré un homme exceptionnel. Hein. Ah, aussi. Moi, il est épatant quand même. Hein. D'accord. Oui, on va le faire redescendre un peu. Oui. Ok, donc il y a ce regard et cet intérêt sincère pour l'activité de la personne, pour le travail de la personne, ce qui permet de briser la glace, de créer un premier pont. Oui, on appelle ça l'alliance de travail, figure-toi. Ok. Et il y a même le mot travail là. C'est-à-dire que on n'est pas dupe. Je suis pas là pour m'intéresser uniquement à l'être que c'est à sa situation de travail. Et pour cela, on a une technique qui est créer une alliance de travail. Ok. Et est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Est-ce que tu sais pourquoi je te pose ces questions-là? C'est très important d'être au clair sur qu'est-ce qu'on fait là. Même ça empreint de sincérité en fait. C'est vraiment, voilà, il n'y a pas de faux semblant. Pourquoi on est là? Quels sont nos objectifs chacun? Et si tu cultives cette authenticité, eh ben à un moment, t'as des choses authentiques qui viennent. Ok. Ouais. Et là, ça devient un livre ouvert. Alors que si tu es dans une posture, avec trop de distance et sans être effectivement dans cette envie d'alliance, voilà, il se passera rien. Après, je suis pas magicienne, il m'arrive de dire à des entreprises, écoutez, j'ai apprivoisé des ours, mais ça peut faire flop, hein. Donc, on fait un contrat qui est que on fait cette première séance de travail. Et si ça se passe pas bien, ou si ça ne passe pas, cette alliance... Oui, t'es capable d'admettre que... On dit on arrête là. On va pas aller plus loin. Bon, pour l'instant, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu cette situation, mais il faut, voilà, il y a aussi peut-être parfois une histoire de feeling. Je pense que le fait d'être une femme dans l'industrie, ça m'aide un peu. Pour toi, c'est un atout. Oui. Parce qu'on pourrait contre-intuitivement, justement, se dire que dans un milieu qui est plutôt masculin, une femme va être mal accueillie ou on va être en méfiance. Non, au contraire. Non, au contraire, parce que mes questions de blonde, elles amènent plus de réponses. Ok. Et elles sont sincères. C'est normal, elle connaît pas la fille. Donc il faut que je lui explique quoi. Et il y a peut-être aussi, ça évite la notion de, comment dire, de concurrence ou de comparaison. Oui, ou de raccourci. De raccourci de la part de l'opérateur qui me raconte, tu vois bien là. Je dis non, je vois pas. Et je suis sincère quand je dis vois pas. Donc il va être beaucoup plus dans la découpage, la profondeur de l'explication, parce que je suis une femme, donc je suis censée ne rien comprendre et n'être pas du tout à l'aise dans la technique. Donc on va dire, cet inconvénient lié au fait d'être une femme devient un atout, parce que il va aller plus loin dans la description. Ouais. Et ok. Quand il s'agit d'analyser le travail, oui. Ouais. Ok. Donc, on a créé cette alliance de travail. La personne devient beaucoup plus loquace. Ouais. Toi, derrière, parce que la personne, elle va te délivrer beaucoup de choses. T'as un travail peut-être aussi, toi, de hiérarchisation, de mise en forme de tout ça pour une autre personne, parce qu'il y a celui qui transmet, puis il y en a un qui va recueillir tout ça. Donc toi, tu fais le lien entre les deux. Alors, on a tendance à appeler ça le binôme, le sachant et l'apprenant. En fait, cette première phase, elle sert à extraire cette compétence critique dont je parlais tout à l'heure, celle qui a de la valeur, et c'est celle-ci qu'il faut qu'on transmette. Donc, une fois qu'on l'a extrait, on va passer à une phase qui est ce qu'on appelle l'ingénierie de formation. C'est-à-dire comment on fait pour apprendre ça. Apprendre, c'est-à-dire avec quelle séquence, quel outil, avec quelle progression, comment on va évaluer qu'on sait qu'il sait. Oui, c'est ça. Comment on valide que ça a fonctionné. Et tout ça, ça s'appelle de la formation. Et ça, c'est un métier qui est de l'ingénierie de formation. Mais
Une entreprise, elle est capable d'être formée à ça. Et il faut la former à ça. C'est-à-dire que là, j'accompagne l'ingénierie de formation. On va créer des séquences. L'entreprise où tu es venu filmer cette équipe, on a construit des modules, mais avec une logique, avec une progression qui permet de dire, bon ben, on va commencer par ça. Ok, quel exercice on va faire pour que la personne, elle apprenne ça? Quels sont les outils qu'il faut qu'elle ait avant? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle sache? Comment on va savoir que ça y est, elle sait faire? Tout ça, c'est le terrain qui le sait. Donc, moi, je suis un guide pour construire l'action de formation, pour choisir quelle est la situation la plus apprenante. Est-ce qu'on lui met au poste de travail? Est-ce qu'on lui fait une étude de cas? Est-ce qu'on lui fait observer quelqu'un et il fait la procédure, il l'écrit? Il y a plein de façons de faire apprendre. Sachant que là, de ce que j'avais entendu, ces façons d'apprendre vont être dépendantes de l'apprenant parce qu'il va avoir différentes manières d'apprendre. Enfin, Tout à fait. Alors des facilités sur l'aspect visuel, auditif, kinesthésique. Enfin. Tu es déjà à l'étape suivante. Là, Okay, désolé. on a extrait en fait l'ingénierie de formation. Ensuite, il y a une histoire à deux. Le binôme. Le binôme, il est très important de s'appuyer sur le profil de cet apprenti, de cet apprenant, et de prendre du temps pour savoir qui il est. Ce que les entreprises oublient un peu souvent, mettre directement en poste de travail, se pose pas la question, mais dis-moi, t'apprends comment? Finalement, est-ce que t'as déjà des connaissances? On le prend et on le met tout de suite en situation d'apprentissage, sans s'intéresser ni à son parcours, ni à ses freins. Ses situations, son rapport à l'école, son rapport à l'apprentissage, son rapport, est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin qu'on lui montre avant qu'il fasse, ou est-ce que il préfère y aller et puis quitte à faire des erreurs, il apprend de ses erreurs. Tout ça, c'est quelque chose où j'apprends à comment on décrypte le profil de ton apprenant et créer à nouveau une alliance. Et comment pour être un peu dans le concret et quelque part montrer l'efficacité de tout ça, on pourrait se dire, bon, de toute façon, qu'est-ce que je vais m'embêter à essayer de réfléchir à comment il est, pourquoi, etc. Si je le balance dedans, ça va fonctionner au bout d'un moment. Toi, de ton expérience, oui, peut-être que ça fonctionne, mais est-ce que finalement, en passant par ce processus que tu nous proposes, est-ce qu'il y a un gain de temps, de qualité? Enfin, qu'est-ce que tu as observé par rapport à ça? Alors, qu'est-ce que je fais quand j'arrive dans une entreprise? Souvent, je leur demande, mais quand vous formez quelqu'un, comment vous faites? Ouais, jusqu'à présent, par exemple, vous mettiez combien de temps pour Eh ben, on mettait 3 mois. Ok. Ben, écoutez, je vais vous accompagner et on va faire l'hypothèse qu'on va accélérer ce parcours. Mais je vais le faire avec vous et avec des gens qui seront après vos références. C'est-à-dire que mon but, c'est aussi de transmettre une méthode pour qu'ensuite ils puissent reproduire et corriger des choses. Okay. Mais je vais vous proposer une façon de faire qui est peut-être différente et vous verrez l'impact. Donc, par exemple, je leur dis, ce qui serait bien, c'est que si on peut avoir des nouveaux arrivants et qui vont être un petit peu l'objet de notre expérimentation. Et vous allez voir comment, moi, je vais m'intéresser à des choses et vous guider. Et donc, par exemple, cet apprenti, je mène un entretien devant le futur formateur et il écoute un petit peu comment je fais ce travail d'investigation. Bon, il observe. Puis ensuite, on se met dans le parcours de formation et c'est lui après qui dit « Ah ouais, c'est vrai que je faisais jamais ça ». C'est-à-dire que je suis beaucoup dans la mise en situation pour créer des prises de conscience. Ouais. Et puis ensuite, on construit et on s'aperçoit que là, on est passé de 3 mois à 1 mois et demi. Donc, on a divisé par 2. Donc, d'un seul coup, et le formateur et les équipes se disent « Ah bah oui, ok, ça a l'air d'être beaucoup plus efficace. Donc, on va corriger ça. On va s'appuyer ça. » Donc, moi, je suis assez sur on met en place quelque chose ensemble. Je fais avec. Mais le but, c'est de vous laisser faire après. Hein, j'applique aussi la transmission moi-même. C'est ça, tu les rends autonomes au bout d'un moment. Ah moment. ben oui, je modélise avec la situation que je trouve. Il reste peut-être l'étape de bien valider que ça a fonctionné. Donc, tu t'as co-construit avec les personnes, tu mets en place, j'imagine que tu essayes d'identifier des paramètres qui permettent de dire, OK, on a bien réussi. Oui. Dans l'industrie, j'imagine qu'on peut chiffrer, mesurer, ça permet de le faire assez facilement. Il y a plein d'indicateurs. Ouais. Tu as la durée. Ouais. Tu as les intérimaires qui partent plus. Ça, le turnover. Bah ouais.
Ah ouais, le gars, il a l'air d'accrocher là, ça a l'air de lui plaire. Il y a aussi la parole donnée à l'apprenti, puisque Ok. je donne le micro beaucoup à l'apprenti. Ouais. Pour l'instant, on est beaucoup dans, écoute, tu es censé pas savoir, donc tu te tais, Ok. t'écoutes et tu fais. Alors que je vais très vite montrer qu'il est aussi acteur de son apprentissage et on lui donne le micro. Et donc, ce micro-là, il est très intéressant pour l'entreprise parce qu'on autorise tout d'un coup celui qui apprend à dire des choses dans son étonnement et ça va être effectivement un cercle virtueux. Je pense que ça va prendre d'autant plus d'importance où tu disais qu'il y a des nouvelles générations avec une autre perception des choses, une nouvelle façon d'apprendre, des outils là qui explosent dans tous les sens. Oui. Ça va être, enfin, je pense on le voit déjà, hein, il y a vraiment un gap énorme et des fois des grosses incompréhensions, des gros problèmes de communication sur comment la personne reçoit les choses et qu'est-ce qui la motive aussi. Tout à fait. Bah, c'est-à-dire que si quelque part on lui dit on va t'apprendre quelque chose, mais on lui laisse pas la possibilité de lui dire mais dites-moi comment vous allez m'apprendre, dites-moi c'est avec quelle façon de faire, c'est quoi, c'est la méthode, on va vous apprendre à nager, on vous pousse dans la piscine. Oui, de toute façon on sait qu'on a envie de nager donc on boit la tasse et puis finalement on s'en sort, mais c'est une situation tellement désagréable que la personne elle se sauve. Ouais. Mais si je suis trop dans une situation qui est, on est à côté de la piscine, puis on monte les mouvements. Tiens, tu vois, tu feras ça avec tes bras, puis tu feras ça Ouais, avec qui est tes pas pieds. réel, quoi. Ben oui, puis c'est pas très excitant, quoi. Mhm. C'est des situations, tu nous regardes, puis un jour tu feras ça, quoi. Je pense à quelqu'un, là, j'accompagne une entreprise qui fait de la canalisation et où il manipule des robots. Bon, effectivement, c'est des machines qui valent 80 000 euros, le robot. Mais le jeune qui arrive, il en rêve de manipuler ça. Ah non, mais attends, c'est pas pour tout de suite, quoi. Jusqu'où? On peut Ouais. pas lui donner la possibilité. Donc, il faut pas jeter les gens dans la piscine. Faut pas trop les laisser patienter autour de la piscine. Faut pas non plus leur dire tu verras l'eau elle est super chaude alors que c'est l'eau qui est trop froide. Il y a quelque chose qui est une histoire à deux qui se prépare, qui fait que c'est aussi l'apprenti qui va dire mais moi j'adore nager, moi j'aimerais bien, j'en rêve moi de faire ce que tu fais. Donc c'est aussi donner le micro aux deux. Hein, Ok. ça je corrige beaucoup. J'ai beaucoup plus de place à l'apprenti. Avec quelque chose que très peu d'entreprises font, c'est le débriefing après avoir appris. C'est ok, je viens de te montrer des choses, tu l'as fait, maintenant on va se poser, puis on va en parler. Hein, tu vas m'expliquer comment tu as vécu ça, sur quoi tu es fier. J'apprends aux formateurs un petit peu des questions qui sont aussi centrées sur la personne. Comment elle a vécu ça, et pas simplement t'as réussi ou t'as pas réussi, quoi. Et ça, c'est un peu nouveau sur la façon d'apprendre dans les entreprises. Et quand on donne toutes ces clés-là, eh ben, le transmetteur, hein, le sachant, d'un seul coup, il voit que ça donne du résultat. Tout le monde s'y retrouve, c'est un cercle virtueux. Et puis, on reproduit. Et derrière, motivation, réflexion sur l'organisation, on embarque, on fidélise. Ça n'est que des effets positifs. Hein. Tout ce que je continue sur le chemin et j'essaye d'aller un peu plus loin sur à quoi pourraient ressembler les entreprises par rapport à ça dans quelques temps. On en a parlé quand on a été filmé. Le fait de proposer aussi dans les entreprises de créer des pôles de formation ou en tout cas qui est vraiment ça ancré dans l'entreprise et qui a pu vraiment en gros un temps on travaille, un temps on apprend ou on se forme. Ça, c'est quelque chose dont tu m'as parlé et que j'ai bien aimé. J'aimerais bien que tu creuses un peu ce sujet-là sur comment on peut amener ça dans les entreprises et faire comprendre qu'ils ont tout intérêt à le faire. Alors, je pense que c'est pas. En fait, ce qui est important, c'est que ces compétences critiques-là, qui ont de la valeur, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment en situation de travail qu'on arrive à mieux les apprendre. Sauf que cette situation de formation, elle est en concurrence directe avec la situation de production. Oui. Tant qu'on est dans ce état d'esprit c'est en concurrence, c'est compliqué. Donc tout le travail, c'est de montrer que ça n'est pas quelque chose qu'il faut opposer à la production, mais qu'il faut l'imbriquer dans la production parce que elle va permettre aussi d'avoir des effets positifs sur la prod. Donc jusqu'à présent, on avait un peu
une vision un peu binaire. Il y a un temps pour se former et un temps pour produire. Moi, mon travail, c'est d'essayer de montrer qu'on a tout intérêt à mêler tout ça et que ça n'est plus si distinct que ça. Parce que vraiment, la question à poser, c'est dis-moi, la dernière fois que tu as appris, c'est quand? Quand est-ce que la dernière fois qu'un collègue t'a appris quelque chose? Quand est-ce que la dernière fois tu as appris quelque chose à un collègue? Et quand on prend conscience de ça, on voit bien que les organisations de travail peuvent être des organisations apprenantes. Et que, en fait, c'est quelque chose qu'il faut simplement un petit peu rendre plus visible et lisible pour ne pas les distinguer, pour en faire des moments différents. Avec quand même quelque chose qui est très important, c'est le droit à l'erreur. Bah oui. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu me proposes un exercice sur lequel je suis pas à l'aise de filmer. Et tu me dis, c'est pas grave Isabelle, t'as le droit, on va couper, on va changer. À partir du moment où je sais que j'ai le droit à l'erreur, moi je me lance, quoi. Donc, il y a des erreurs qui coûtent cher dans l'entreprise. Donc, tout notre travail, c'est de voir où on peut commencer et où on peut s'arrêter. Ça, quand je forme des responsables de maintenance, c'est que je veux créer des pannes pour pouvoir intervenir et former quelqu'un sur une panne, jusqu'où on peut le faire. Arrêter une machine ou un four, c'est gentil, mais ça coûte une fortune. Donc, il y a des situations apprenantes qui sont possibles dans l'outil de production, il y en a qui le sont moins. Donc, c'est ce qu'on appelle tout le métier d'ingénierie de formation, où on fait ce qu'on appelle des parcours hybrides. Ok, c'est pas grave, il y a des choses à apprendre au travail, mais la vidéo, par exemple, ce que vous faites, mais c'est un très bel outil. Moi, j'ai des ours, je leur ai dit, écoutez, on va prendre mon téléphone, puis tu vas m'expliquer ce que tu fais pendant que je filme. Et puis après, on regardera ce que j'ai filmé, mais c'est extraordinaire. C'est en regardant la vidéo. Un feedback incroyable. Il me dit, attends, mais t'as pas filmé là, c'était là qu'il fallait filmer, ça c'était important. Ben, je dis, oui, mais tu me l'as pas dit. Et c'est regarder des vidéos avec un sachant pour refaire derrière quelque chose. Donc j'ai envie de dire, les parcours maintenant de formation professionnelle, ça ne peut être que des parcours hybrides comme ça, qui mêlent les choses. Je milite pour qu'il n'y ait pas que la situation de travail. C'est un bel accélérateur, mais il y a aussi d'autres situations intéressantes, apprenantes. C'est vrai qu'on se focalise souvent sur l'entreprise et la personne qui transmet. Mais l'apprenti. Et oui, c'est ça. Et quel retour te font les apprentis? Ouais. C'est ça, ouais. Alors, on dit apprentis ou des apprenants, mais les apprentis, ouais. Ah, les apprentis, en fait, ce qui est intéressant quand je travaille dans une entreprise et qu'on a un peu complètement revu la méthode, ils me disent ce qui est le plus intéressant. C'est ce qui se passe après, c'est-à-dire quand on me demande comment j'ai appris. Parce que d'un seul coup, je vais pouvoir dire, mais en fait, la prochaine fois, c'est plus ça que je voudrais qu'on apprenne. C'est-à-dire, c'est une façon où l'apprenti peut prendre aussi la main sur son parcours de formation. Et ça, quelqu'un qui était habitué à des parcours de formation initiale où on lui dit, tu sais, le programme, c'est d'abord ça, puis ça, c'est quelque chose de très enfermant. C'est pas facile de sortir de ça parce que tout le parcours scolaire, c'est un peu ça quand même. Oui. Tu t'assois, t'écoutes le meister en face et basta, quoi. C'est là où moi j'adore, je trouve que les modèles complètement linéaires, ils s'envolent en éclats. On va commencer par ça, on va faire l'addition, la soustraction, la multiplication. Ah, t'as compris la division, mais attends, c'est pour plus tard la division. Non, pas tout de suite. Bon, enfin. L'avantage des modèles qui dit on va prendre une opportunité, un aléa, une opportunité, un aléa. Ma main, elle avance là. Oui, bien sûr. Et en fait, travailler sur la transmission en changeant ses façons de transmettre fait que l'apprenti, il a toute sa place. C'est lui qui va faire des virages. C'est lui qui va dire ça m'intéresse, ça j'ai aimé, ça j'ai un. Et d'un seul coup, il est beaucoup plus engagé. J'ai tellement d'entreprises qui me disent, mais ce qui nous interpelle, c'est le désengagement des jeunes, là. Je sais pas, ils viennent, ils demandent tout de suite quand est-ce qu'il faut qu'ils partent, leurs horaires et autres. Et ben, en fait, je crois que au travail, si j'apprends, si j'ai ma place,
si j'ai l'impression de grandir, si j'ai l'impression effectivement que j'ai un peu de plaisir, si je sécrète de la dopamine, vous savez que je dis ça parce que c'est le nom de mon cabinet, il y a des choses qui tout d'un coup font un cercle vertueux. Et donc là, moi, les apprentis avec qui j'ai accompagné cette mise en place de transmission le disent bien. C'est beaucoup mieux qu'avant. Si tu reprends un des témoignages qu'on a eu, il a dit c'est depuis que Christophe, il explique mieux. Non, il n'a pas expliqué mieux. Il a laissé une place à son apprenti qui rentre dans le parcours. Ouais. Avant, il y avait le parcours, moi formateur, et puis l'apprenti. Il y a vraiment un chemin à faire vis-à-vis justement des apprentis où je pense qu'il y a une étape avant de se dire que je peux en tant qu'apprenti dire j'aimerais bien voir comme ça, j'aimerais bien. Je prends la main. Il y a vraiment, c'est très ancré le truc de non, je dis rien, j'écoute, on verra bien. Ça, il y a quelque chose à casser là-dessus. L'apprenti, il a son mot à dire. Et si il lui laisse une place, il devient acteur de ses apprentissages. C'est un accélérateur énorme. Le 3 mois à 1 mois et demi, pour 60%, c'est la place de l'apprenti. Oui, tu constates ça, ouais. Ah oui. T'en es convaincu. Ouais. Convaincu. C'est les 40%, c'est effectivement le parcours, des indicateurs d'évaluation qui permettent de bien plus être efficace sur il faut qu'on aille là parce qu'on sait qui c'est là. C'est ça, mais c'est beaucoup. Et en tant que personne qui transmet, je pense que il y a aussi un travail à faire. Parce que quand on laisse la parole à l'apprenti, on prend le risque de se retrouver dans la panade ou de ne pas savoir répondre ou d'être déstabilisé. Et il y a aussi la posture de celui qui transmet. On a dans cette idée qu'il doit tout savoir tout le temps, en fait. Et là, le droit à l'erreur, il est aussi, je trouve, là. Oui, alors là-dessus, moi, je joue beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que quand je présente le binôme, tu es sachant aujourd'hui et moi, je suis apprenti. J'essaye très rapidement de trouver une situation où ça peut être l'inverse. Ouais. Parce que tu es sachant aujourd'hui sur ce sujet-là, mais tu vas devenir apprenti sur d'autres sujets. Le digital, il nous aide bien là-dessus. Ouais. Parce que dès que j'ai un apprenti qui est un peu à l'aise, par exemple sur les vidéos, quand on doit tourner des vidéos, pour effectivement écrire des processus, il est très à l'aise avec tous les outils, j'ai dit, OK, maintenant, t'as vu qu'il y avait des façons de transmettre qui étaient plus efficaces que d'autres, donc toi, apprenti, il faut que tu me l'appliques là maintenant avec mon sachant-là. Et en fait, c'est ça une organisation apprenante. On est tous en train d'apprendre les uns des autres, et en fait, il n'y a pas l'expert. L'expert, c'est la posture qu'il faut absolument bannir pour faire de l'intelligence collective. Si vous avez un expert autour d'une table et que vous faites de l'intelligence collective, tout le monde va Oui, tout le monde se tait, quoi. Il y a aucun moment de divergence, puisque il sait, lui. Il sait déjà. Il a la vérité. Donc, à quoi ça sert qu'on l'ouvre, quoi? Donc, non. Très vite, j'atténue cette notion d'expert. Je dis, tu sais des choses. Tu es sachant. Et c'est vrai que c'est le vocabulaire d'une entreprise. Ah bah oui, lui. Il y a même des gars, ils sont tellement experts d'une machine qu'ils ont le nom de la machine. Ah oui, on les a renommés par la machine. Voilà. Ah, on va aller demander à 105, là. Bah oui, il est pilote de la ligne 105. Ils font tellement fusion aussi avec leur outil de travail. Mais voilà, non, il n'est pas... Cette expertise, il faut aussi travailler dessus. Ça fait partie de mon travail d'alliance aussi. Ouais, parce que quelque part, il y a un côté aussi flatteur de dire d'être reconnu comme l'expert. Donc il faut savoir moduler ça et se dire qu'il peut être aussi reconnu, pas que. Tu vas sur un sujet très juste, Pierre-Yves. C'est-à-dire que moi, en amont, j'ai tout un travail où je dois embarquer, parce que une transmission efficace, c'est quand on a embarqué tout le monde. On a embarqué la direction qui a pris conscience que ce savoir-faire, il est important pour aller chercher des marchés, des clients. Tu embarques tout l'encadrement parce que il a compris que si cette compétence elle s'en va, tu peux plus piloter et tu peux plus produire ni dans les délais ni avec la qualité. Et puis les équipes, on a tous besoin aussi d'avoir d'autres qui savent faire parce que sinon, figure-toi, je peux même pas prendre mes congés.
Donc c'est aussi donc dès que tu as embarqué tout le monde, là on travaille quand même sur qu'est-ce qu'on est en train de construire avec même un changement de vocabulaire. Par exemple, je travaille sur ce mot d'expert, on choisit ensemble c'est quoi, c'est des formateurs, des sachants, et on choisit aussi c'est quoi le gagnant-gagnant de tout le monde. Moi j'adore les formules gagnantes-gagnantes, donc justement, vous reconnaissez que cet expert, comme vous l'appelez, il sait des choses, il gagne quoi là, dans l'affaire? Ouais, quel intérêt il a à suivre ça? Alors, il peut y prendre plaisir, c'est vrai, mais ça c'est une hypothèse, hein. On n'en sait rien. Donc, c'est quoi? Et avec les RH, hein, ou les gens qui sont l'encadrement, on regarde, mais comment on va embarquer, quoi? Comment on va l'embarquer là-dedans? Alors, bien sûr, j'ai un grand groupe, c'est extra. Si tu es efficace dans ta transmission, tu partiras à la retraite 2 mois plus tôt. Pas mal, hein? C'est un bon bonus. Ouais. Mais comment je sais qu'il a bien transmis? Oui, c'est ça, comment on valide? Bah ouais. Parce que le gars, il dit, mais si, ça y est, moi j'ai tout expliqué, j'ai hein. tout dit. Et l'apprenti, il dit, Il a rien compris, mais j'ai tout dit. voilà, l'apprenti, il dit, ah non, mais là, me laissez pas tout seul. Et donc là, c'est le vrai sujet de la compétence, c'est comment on évalue la compétence. Comment on sait qu'il sait. Ça, c'est le vrai sujet sur lequel je travaille. Là, avec de l'intelligence collective. Parce que la réponse, elle est vraiment du cousu humain dans chaque entreprise. Elle fait appel à la définition du travail bien fait dans cette entreprise. Est-ce que c'est du bon boulot, ce que tu fais là? Comment tu vas savoir, Pierre-Yves, que ce travail-là et cette interview, c'est du bon boulot? C'est quoi ton indicateur? Ouais, quels sont mes critères de validité? Et au regard de qui? C'est de qualité pour la personne qui est interviewée, parce que est-ce que c'est le nombre de likes qu'on aura quand on mettra sur Irrésistible? Ça pose vraiment la question du sens de ce que tu fais, de ce que tu cherches à faire à travers ça. Et qu'est-ce qui te permet de le mesurer? Et en fait, moi, c'est mon laboratoire de recherche, c'est ça. C'est ce qui m'intéresse. Comment on sait qu'on sait? Parce que nous, sacrés sachants, ce qui est magique, c'est qu'ils savent même pas qu'ils savent. Oui, bien souvent, c'est ça. C'est que pour aller chercher une connaissance ou qu'ils la sortent, faut déjà qu'ils s'en rendent compte. Mais mais je fais. Bah oui, mais comment tu fais? Je sais pas, je fais. Ça, c'est quand même extraordinaire. Ils savent même pas qu'ils savent. Généralement, c'est quand la connaissance et la compétence est tellement intégrée que ça devient réflexe. Je sais, tu dois connaître, c'est au début on est incompétent inconscient, puis on conscientise son incompétence. Tout à fait. Compétent conscient, puis après compétent inconscient, quoi. Voilà. Et donc là, j'ai tout ce travail, comme les appareils photo là. Je zoome et je dézoome. Tu fais? On regarde. Maintenant, on va dézoomer et on va regarder et tu vas me dire comment tu fais pour faire ça. Et il faut apprendre à notre cerveau à faire ça. Parce que moi, je suis persuadée que c'est la compétence de demain. Zoomer, dézoomer. L'activité, prendre du recul, réfléchir sur ce qu'on vient de faire. Et on en est meilleur quand on va refaire derrière. Et ça, si tu fais ce chemin-là avec un apprenti en permanence, mais tu lui fais un accélérateur de compétences énorme. Mais il faut apprendre ensemble à le faire. On dit, fais, c'est bon, t'as fait, super, on s'arrête là. Alors que là, il y a un temps derrière qui est énorme, qui est ce dézoomage-là. C'est un peu ce que tu m'as proposé presque, sans t'en rendre compte, en disant, tiens, il faut que tu réfléchisses sur si on fait des capsules sur des sujets, tu vois. J'ai dézoomé. Ouais, t'as été obligé, oui, bien sûr. J'ai été obligée de dézoomer, parce que en fait, si je réfléchis qu'à mon activité, je fais mon activité, en fait, là, le fait d'aller me donner obligation à chercher des idées, j'ai fait cet exercice de dézoomage. Mais en même temps que tu dis tout ça, je commence à prendre conscience et je pense que je vais mettre en place certaines choses, justement, quand je demande ça à mes clients, de poser leurs idées sur quelles sont les questions qu'on leur pose le plus souvent, des anecdotes, comment ils font ça, quels sont leurs domaines de compétences, etc. Et je vois bien que c'est pas facile. Non. C'est vraiment pas facile. Je dis, mais mon Dieu, par exemple, j'ai travaillé avec un barbier coiffeur, et je dis, mais t'as bien des questions, comment on fait pour entretenir sa barbe, etc. Et oui, mais ça sort pas, alors que si je lui pose la question,
elle va me répondre du tac au tac et me sortir un truc parfait. Bah, tu fais ce qu'on appelle de l'analyse réflexive. Quand tu fais ça, ton interview, et tu lui poses des questions. Spontanément, quand on est dans l'activité, on fait pas ça. Or, c'est très important parce que ce que tu questionnes permet à la personne de regarder son activité et de l'améliorer et d'être encore meilleur. C'est-à-dire que tu participes à l'amélioration de ce qu'il est en train de faire. Tout de suite, j'ai mon esprit marketing qui me dit, au-delà de faire de jolies vidéos, je permets à la personne de peut-être s'améliorer dans sa pratique, quoi. Mais Et ça, c'est un exercice mental qu'on fait pas assez souvent. J'en ai pris conscience, moi, parce que j'ai accompagné des personnes sur ce qu'on appelle la validation des acquis d'expérience. Donc, on est toujours un peu autour du même sujet, puisque ce sont des gens qui ont appris sur le tas. Et puis malheureusement, dans notre système, sur certaines organisations de travail, la rémunération elle est liée à une certification. Donc c'est quand même très frustrant quand on fait le même métier qu'une collègue et on n'a pas le même bulletin de salaire, tout simplement parce qu'on n'en a pas le diplôme. Donc dans ce cadre-là, on peut se présenter devant l'autorité qui certifie cette compétence pour dire regardez comment je fais, et donnez-moi donc le diplôme. C'est un exercice qui est pas du tout facile à faire. On a besoin d'être accompagné. Et l'image que j'utilise pour expliquer c'est quoi ce qu'on va faire ensemble, je dis à la personne, en fait, vous savez faire du vélo. Bon. Vous allez m'expliquer comment vous faites du vélo. Mais tout en continuant à pédaler. Donc, ça veut dire que vous pédalez, mais vous descendez mentalement de votre vélo. Il faut dissocier. Et vous vous regardez pédaler. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir mettre en valeur le fait que vous savez pédaler. C'est vraiment là où je trouve qu'il y a un pont, un lien entre nos deux activités. Parce que créer du contenu, ce n'est que ça. En tout cas, quand on crée sauf si on va être influenceur, voilà, mais créer du contenu sur son activité et promouvoir son activité, si on veut faire du bon contenu, en fait, c'est que ça tout le temps. C'est une prise de recul constante sur son activité, sur quel regard on porte dessus, qu'est-ce qu'on peut transmettre, il y a un parallèle. Il y a vraiment un gros parallèle. Il y a tout à fait un parallèle. Avec aussi ton questionnement, il va aller mettre la lampe de poche sur des choses que les personnes n'ont pas conscience. Quand tu dis à quelqu'un comment tu fais du vélo, c'est très souvent il dit je monte sur la selle, j'appuie sur les pédales. Et tu fais quoi de tes mains? Ah oui, c'est vrai, je tiens un guidon. Et comment tu sais qu'à un moment donné, il faut appuyer sur les cuisses ou il faut freiner? Ça, si tu me l'expliques pas, je suis désolée, tu sais pas faire du vélo, quoi. Et en fait, c'est tout cet exercice que l'on fait avec le sachant, qui fait qu'on peut après construire des parcours, qui fait que après l'apprenti peut dire « Ah oui, mais moi, ça m'intéresse de pédaler, mais je voudrais d'abord que tu m'expliques comment ça marche pour enrouler là, pour marcher avec tes pédales et faire avancer vite parce que c'est ça qui m'intéresse. » Et en fait, très vite, t'as vu comment on apprend à faire du vélo à nos enfants? On fait appel à leur intuition, on les met dessus. Vas-y, regarde loin, on leur donne les trucs et les astuces. Ça, c'est hyper important. Hein. Surtout, tu regardes pas devant, tu regardes très loin. Hein. Et puis, tu crois en toi, et puis tu y vas. Bon, ça marche aussi. On fait quelques bûches, mais ça marche aussi. Ouais, mais carrément. Je vois, il y a vraiment enfin, en tout cas, ça me parle beaucoup parce que dans mon parcours aussi, j'ai été enseignant, etc. Et j'étais confronté à ce truc-là. Et là, vraiment en direct, là, j'ai eu des clés hyper intéressantes. Je pense à certains clients où à chaque fois, c'est, je vais les secouer et je vais creuser pour avoir un peu d'informations pour créer du contenu intéressant. Mais je pense que là, j'ai un axe plus intéressant. L'explicitation, ça s'appelle ce que tu fais. Expliciter. Okay. C'est l'explicitation. Top. Ouais. Merci, c'est vraiment hyper intéressant. J'ai envie de terminer sur quelque chose de peut-être un peu plus léger et de savoir à quel point ton métier t'a déformé dans ta vie privée. C'est-à-dire, est-ce que, parce que moi je le fais forcément aussi avec mon entourage, etc. Est-ce que tu analyses aussi? Est-ce que tu vois cette prise de recul même t'a servi au quotidien sur comment tu fais des choix, comment tu parlais de ta vie de couple, il était très longue et ça s'est bien passé, etc. Est-ce que tu sens que cette manière de faire, d'analyser, est présente un peu tout le temps quand même?
Ou t'arrives à vraiment poser le cerveau quand... C'est une bonne question. J'essaye de... Ça vient pas spontanément, mais par contre, c'est vrai, ce qui guide, c'est que je suis quand même toujours attirée par des choses nouvelles, Hmm. parce que je pense que cette curiosité et aller découvrir m'intéresse. Euh, Jusqu'où ça peut avoir un impact? Oh si, je rêve d'être grand-mère. Bah si, je rêve d'être grand-mère et quand on me demande mes copines, je dis non mais attends, c'est pas bien. Mais c'est parce que je voudrais, parce que je suis persuadée que cet exercice qui n'est pas le même que quand tu es parent, de transmettre, on n'est plus sur le champ des valeurs, hein, des choses à des petits enfants bah ça c'est, si je rêve de ça, si ça m'anime. Bon, ça viendra, mais je sais pas si ça a vraiment guidé des choix. Est-ce qu'on t'a fait des retours des fois justement dans, dans ton quotidien par rapport à ces compétences-là ou par rapport Non, à... on me fait le retour, c'est que bon, il se trouve que je navigue beaucoup, donc je suis un milieu de marin et que c'est très masculin Hmm. et qu'on est toujours étonné quand je suis qu'ils sont en train de réparer quelque chose parce que je pose des questions et puisque ça m'intéresse. Le jour on a démonté une barre, j'ai dit ah mais comment ça marche, comment ça se fait et voilà. Et effectivement, les autres femmes qui naviguent avec moi, c'est pas vraiment quelque chose qui les intéresse, donc elle me dit mais ça t'intéresse vraiment? Je dis ben ouais. Tu fais pas semblant. Ah ouais. Qu'est-ce que tu vas en faire? Ben, je sais pas. Mais je sais maintenant que, voilà, je regarderai plus cette pièce de la même façon. Et puis, il y a tellement de compétences transférables Ah bah, que, je en pense fait, que je capitalise des choses qui, de temps en temps, me font faire des parallèles en me disant, ah ouais, mais ça fait un peu comme un ça. jour ça servira. Donc, bon, c'est stocké quelque part, hein, mais je suis sincère, ça m'intéresse. Donc, je vois bien que sur ce côté-là, je peux être différente dans ma curiosité technique. Si les gens veulent faire appel à toi ou te contacter, comment on fait? Par quel biais on passe? Aujourd'hui, c'est facilement le portable, hein. Ouais, Ouais, parce on qu'en mettra fait, toutes tes coordonnées de façon ouais, partout. j'aime bien ce contact et cette première rencontre. Parce que j'aime bien recueillir les premiers mots qui disent c'est quoi qui fait que j'ai décroché le téléphone. Ok. Et puis après, de pouvoir vraiment personnaliser le pas d'après, ce sera quoi? C'est quoi? C'est juste vous voulez comprendre? C'est juste vous voulez qu'on aille un peu plus approfondir ou comment? Et j'aime bien même si c'est un canal où on peut parfois tomber sur le répondeur, parce que je suis aussi pas forcément joignable tout le temps, j'aime bien ce canal-là encore aujourd'hui, hein. Il me touche dans ce geste d'oser dire j'ai peut-être besoin de quelque chose. Et ça, je trouve Ouais. que c'est intéressant de partir de cette relation-là, qui n'est pas les mêmes mots qu'on va utiliser que si on fait une fiche contact sur un site web. Oui, puis enfin, j'ai l'impression que décrocher son téléphone devient de plus en plus dur aujourd'hui. Oui, Il y a... alors déjà, aller voir une personne, c'est encore... Mais il y a presque une phobie. oui, qu'est-ce que je vais lui raconter? Qu'est-ce que je vais raconter? Ouais. Et puis, si elle me pose une question que j'avais pas prévue, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire... C'est un petit numéro un peu plus équilibriste, hein. C'est ça. Mais par contre, c'est son répondeur. Donc je vais lui mettre, c'est elle qui va me rappeler. C'est pas grave. Moi, je trouve, mais ce qui est intéressant, c'est C'est la démarche. ouais, les premiers mots qu'on utilise pour se dire, voilà, et ok, c'est quoi qui vous amène? Et puis le pas d'après, ça pourrait être quoi? Avec voilà une souplesse qui fait qu'il faut respecter la personne où elle en est. S'il y a une situation d'urgence, bien comprendre où est mon rôle et où ce que je ne pourrais pas faire. Et puis ensuite, ben, donner envie quand même à approfondir et à se donner le temps d'analyser la demande. Ouais, pour bien comprendre. Parce que l'analyse de la demande, c'est... Moi, il m'arrive de temps en temps à dire à l'entreprise, mais en fait, c'est pas un problème de transmission, là. Oui. Voilà, il y a un problème d'encadrement et c'est pas grave. C'est pas forcément moi, mais je vais vous orienter sur des gens qui savent bien faire ça. Mais franchement, l'analyse de la demande, c'est très important. C'est rassurant aussi de savoir que justement, tu peux réorienter et tu oses réorienter. Mais De pas partir dans un processus pour rien. oui, puisque en plus, moi, je suis persuadée que sur notre territoire, je le sais, hein, j'ai plein de collègues qui font des très belles choses, qui sont très efficaces. Je leur fais savoir que moi, ça, c'est mon sujet, et puis, ben, de temps en temps, ben, on se renvoie la balle.
Mais il y a des gens qui sont plus doués, par exemple, pour travailler sur les situations de conflit. Moi, c'est pas mon univers. Moi, j'ai envie d'apprivoiser tout le monde, moi. Donc, quand il y a vraiment un gros conflit, qu'il est très lourd, c'est difficile. Il y en a, hein. Donc, faut, dans l'analyse de la demande, arriver vraiment à mettre les mots justes. C'est où vraiment ton problème? Tu crois que c'est un problème d'ours qui veut pas transmettre? Moi, j'entends autre chose. Je mettrai toutes les infos, mais si jamais là, une personne t'a vu, puis elle dit j'aimerais bien la recontacter, on tape quoi sur internet pour te trouver? Isabelle Dupont, Dopamine, et là on aura tes coordonnées. Comment ça se passe? Non, je suis pas bonne là-dessus. Du tout. Comment on fait? On va travailler pour que ça s'améliore, mais, si on se rappelle, on a vu une femme extraordinaire qui savait transmettre les compétences, qui savait apprivoiser des ours. En fait, comment on fait pour te retrouver? En fait, je travaille avec un partenaire avec qui on a vraiment une collaboration que j'aime beaucoup. En plus, c'est un partenaire, donc c'est le cabinet Perspective. Avec un K. Avec un K, exact, dirigé par Thierry Andrin. Ce qui est intéressant dans notre partenariat, c'est que Thierry va être aussi à la recherche de solutions d'accompagnement. Parce qu'il m'arrive d'avoir des toutes petites entreprises. Et faire appel à un consultant, c'est quelque chose qui leur paraît luxueux. Donc, c'est important qu'on trouve des solutions pour que cet accompagnement il soit le plus léger possible financièrement. Oui, il existe des aides. Voilà. Et Thierry, il est reconnu par beaucoup de financeurs. Donc, en fait, aujourd'hui, j'ai envie de dire, au moment où je te parle, si tu veux prendre contact avec moi, tu fais Isabelle Dupont, cabinet Perspective, et tu vas tomber sur le site web. Très bien. Et c'est là où effectivement tu auras un petit peu aussi de témoignages et des choses, parce que pour l'instant on a choisi avec Thierry ce partenariat et puis on y croit. Très bien. Voilà. Et moi je vais rajouter peut-être ça viendra peut-être d'aller sur LinkedIn et te suivre. Il y aura peut-être des choses qui vont passer à un moment. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah écoute, merci beaucoup Isabelle d'avoir partagé tout ça. Là vraiment, j'ai premier degré, j'ai eu une prise de conscience quand on parlait de justement cette histoire de prise de recul, etc. Et pour vraiment, je pense que je vais pouvoir beaucoup mieux aider mes clients pour aller chercher descendre de leur vélo et se regarder pédaler. C'est ça, descendre du vélo, se regarder pédaler et mieux aller créer du contenu beaucoup plus pertinent en fait. Ouais. Mais tu vois, moi toutes les rencontres que j'essaye de faire, j'essaye que ça apporte. Tu vois, c'est pour moi mon indicateur qui fait est-ce que je suis encore effectivement dans le sujet. C'est quand je sais que même un entretien avec un prospect qui n'aboutit pas sur un accompagnement, mais se dire que tu sèmes des petites prises de conscience. Ah oui. J'aime beaucoup l'outil et dire moi en fait j'ai une lampe de poche avec moi, j'éclaire des choses. Les gens ils voient pas, ils entendent et c'est extra nos métiers d'accompagnement pour ça. Hein. Ouais. C'est vraiment si tu te dis après une rencontre il y a un petit truc qui a bougé et que ça va être bénéfique pour l'individu. C'est très satisfaisant. C'est là de la dopamine à fond. C'est ça. Bon. Eh bien, sur ce, l'émission touche à sa fin. Si vous voulez retrouver le contenu d'Irrésistible, si vous tapez Irrésistible sur tous les différents réseaux sociaux, puis on vous les mettra en lien en dessous. Vous pouvez écouter en audio, vous pouvez voir magnifique minois en vidéo aussi sur YouTube. Et puis voilà, Instagram, Facebook, LinkedIn. Je teste un petit peu tout, je m'amuse un peu partout. C'est des cours de récré pour moi. Si vous voulez, voilà, moi c'est plutôt vous apprendre à bien communiquer sur les réseaux et faire en sorte que vos réseaux soient utiles pour votre activité. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine émission. Au revoir.